Alors, l'épreuve du collectif. C'est un titre un peu mystérieux, mais je vais commencer par l'expliquer. La question qui nous réunit, qui est nous aujourd'hui, témoigne, je crois, d'une absence, d'un manque cruellement ressenti, par-delà les clichés indéfiniment ressassés sur l'individualisme dont souffrirait notre société. Certes, la tendance au repli sur soi existe, mais nous souffrons également, et je crois surtout, des innombrables caricatures du nous qui partout cherchent à s'imposer. Les individus que nous sommes aussi ne cessent de se définir par leur appartenance collective. On voudrait du moins qu'ils le fassent, pour trouver une justification. Car seuls, ils manquent d'épaisseur aux yeux des autres, et parfois aux leurs propres. Mais un collectif dont l'unique fonction serait de justifier l'existence des individus n'est pas encore un nous. Je vais tâcher de le montrer. S'il ne s'agissait que de trouver de nouvelles occasions de communier, notre banquet, sauf à se trahir, serait superflu. Les grandes manifestations festives, sportives ou indignées qui constituent l'arôme spirituel de notre époque y suffisent, qui se moquent bien de nos discours. Je tiens, prenant le titre du banquet au sérieux, qu'il faut chercher ailleurs. Mon titre, l'épreuve du collectif, inscrit ce que je vais dire dans une certaine continuité avec ce que j'ai articulé lors des 2 derniers banquets. Enfin, si vous ne m'avez pas entendu, rassurez-vous, ça se tient comme texte en tant que tel. Par collectif, je désigne, en suivant librement le Sartre de la critique de la raison dialectique, un état intermédiaire entre l'individu, et je reviendrai sur ce terme qui, à mes yeux, ne convient pas, mais enfin, pour l'instant, j'en use, un état intermédiaire entre l'individu et le groupe, entre le je et le nous. Le collectif est l'état d'une pluralité sérielle, en extériorité, d'une agrégation, si vous voulez, qui extirpe certes l'individu de son solipsisme et de sa solitude, mais sans aboutir à la constitution d'un groupe réel, à une association, pour reprendre le terme que Rousseau oppose à celui d'agrégation. Par groupe, j'entends donc par contraste avec le collectif, un nous véritable. Un nous qui ne serait ni l'insertion d'atomes dans un ensemble commun, ni leur fusion dans un grand collectif, mais l'association de quelques-uns, dans un sens qui n'a rien à voir avec l'élite dont parlait ce matin Patrick, de quelques-uns que j'ai tâché de décrire l'année dernière. Intermédiaire, le collectif est essentiellement ambigu. Il constitue l'occasion d'un nous, jamais assuré de s'accomplir. On peut, autrement dit, être ensemble sans être nous, au sens où je vais essayer de l'entendre et de le faire entendre. Il en va ainsi des communautés de faits dont nous faisons partie, que nous le voulions ou non, que nous cherchions à les fuir dans l'aristocratisme, dans la solitude revendiquée, comme le fait Schopenhauer, on avait vu ça il y a quelque temps, ou que nous consentions à nous y fondre pour n'en être plus que des fragments. Ces formes inachevées, mais ô combien existantes du nous, je les appelle donc désormais des collectifs. Notre question, la question du banquet, qui nous invite à aborder le nous du point de vue de son actualité, aujourd'hui, qui est nous aujourd'hui, donc par-delà les collectifs constitués qui relèvent du donné et de ce fait du passé, porte davantage sur le présent, et donc pas sur le collectif directement. Mais penser par-delà le collectif ne peut signifier en faire abstraitement abstraction, comme si nous ne lui appartenions pas aussi. C'est pourquoi il y a, selon moi, épreuve du collectif. Je nomme épreuve une expérience critique, au sens ancien du terme, qui est aussi son sens médical, et critique, ce qui débouche sur la mort ou sur la guérison. Le stade critique, c'est celui où les choses se décident, se tranchent. Krinein, en grec ancien, signifie trier, séparer, et par extension abstraite, juger. L'expérience, par opposition à l'épreuve, est assimilable parce qu'elle constitue, même inhabituelle, même étrange, la vie de la conscience. Être conscient, c'est faire des expériences.
l'épreuve a quelque chose de plus décisif qu'une simple expérience, fût-elle intense. On n'en ressort pas indemne, mais transformé. L'expérience, si vous voulez, l'expérience est le laps de temps durant lequel les choses se déroulent, existent pour une conscience. L'épreuve, celui où elle menace sans cesse de basculer, qu'elle le fasse ou non au bout du compte. Alors pourquoi épreuve du collectif? Parce que tout collectif est la promesse d'un nous, mais aussi, dans son empattement, dans son quant à soi, dans sa formidable propension à faire corps, le lieu où cette promesse menace toujours de se dédire, de parjurer. Il n'y a donc pas, selon moi, à rejeter le collectif en creusant la distance à la façon de l'aristocrate, ce qui veut dire renoncer au nous, ni à s'y fondre bêtement, mais à libérer quelque chose en lui. À mes yeux, l'actualité d'une question n'est pas incompatible avec sa permanence. Ne sont en vérité actuelles que les questions qui toujours se posent. Je veux dire que l'actualité ne réside pas dans la nouveauté, mais dans la possibilité d'un renouvellement, dans la possibilité d'une actualisation. C'est très simple. La question du nous, c'est une question qui n'a rien de neuf. Qui est nous aujourd'hui? C'est une question vieille, comme la philosophie à peu près au moins, ou la politique. Donc, cette question n'a absolument rien de neuf, mais peut-être la réponse qu'on peut y apporter. Je vais donc tâcher d'interroger d'abord le sens du pronom « nous ». Alors je sais, ça a été fait plusieurs fois pendant le banquet, pendant la semaine, mais ça va être fait d'une façon différente. Je pense moins savante que mes prédécesseurs, mais je ne crois pas moins importante pour autant. Donc, prenons-nous en le distinguant d'autres. Ensuite, j'examinerai diverses formes concrètes du nous ou du collectif, ce sera toute la question, forme politique, forme conjugale et forme guerrière. Et puis je finirai par proposer une réponse à la question qui nous a été posée, puisque comme on va bientôt se séparer. Donc, je pars du je, indissociable de l'existence. Exister, disions-nous avec Lévinas, c'était il y a 1 an ou 2 ans je crois, c'est être je. L'existence possède en tant que telle un caractère que Heidegger désignait en allemand par le terme de Gemeinigkeit, une traduction française, la mienneté, le fait d'être mien. La proposition « j'existe » ne se réduit pas à un simple constat d'existence. J'existe, si vous voulez, n'équivaut pas à « cela existe » moyennant un simple changement du sujet. Car l'existence que je constate dans la première proposition, j'existe, est mienne, irrémissiblement. Elle renvoie à un goût d'être, à une saveur absolument singulière. Je cite Lévinas dans Le temps et l'autre. On peut tout échanger entre êtres, sauf l'exister. Dans ce sens, être, c'est s'isoler par l'exister. Alors, comment passer du je au nous? Comment faire que le je ne se referme pas sur lui ni ne s'isole, que ce soit sous la forme d'une idéalisation de soi ou sous celle d'une réification, d'une minéralisation? Comment penser l'événement de la socialité? Je vais appeler sujet cet être à la place duquel personne ne saurait exister, mais qui ne tient pourtant pas son existence de lui. Le sujet est né, et il se distingue de ce point de vue de l'individu, qu'on l'entende au sens d'un être autosuffisant, à l'image de la substance des anciens, qui constituerait dans l'ordre politique comme un atome social, ou qu'on l'entende au sens du bourgeois, qui d'une certaine façon prétend toujours s'auto-engendrer. Tout bourgeois, fût-il héritier, se rêve en self-made man. C'est un homme installé, mais qui a besoin de croire s'être installé lui-même. Alors, dans les carnets de notes qu'il tenait entre 1975 et 1980, lorsqu'il dialoguait quotidiennement, ou quasi quotidiennement, avec Sartre, qu'on a publié chez Verdier, sous le titre de Pouvoir et liberté, Béni Lévy
souligne combien l'individu, la notion d'individu, est au fond un mixte de deux sens du mot sujet qu'il importe de distinguer précisément. Et il désignait ces deux sens du mot sujet à l'aide de deux lettres, S et S, enfin S minuscule et S majuscule. Je vous lis un petit passage de Pouvoir et Liberté. Alors, ce sont des notes, c'est très fragmentaire, mais je pense que pour l'essentiel, vous entendrez, c'est pas très construit. C'est une sorte d'énumération. S majuscule, donc grand S, le grand sujet. S majuscule, deux points, sujet de droit, l'ego, la persona, le chef, le salaud, il s'agit du concept sartrien, bien sûr, le sujet grammatical. Puis, en regard, petit s, S minuscule, sujet comme être diasporique. Irrécusable point de départ insurrectionnel. Alors, le sujet, petit s, pour moi, le petit sujet, le sujet est créature. On peut ne pas apprécier les relents religieux de l'expression lévinassienne, c'est Lévinas qui utilise ce terme. Mais on ne saurait pour autant éviter de penser ce qu'elle invite à penser. Un sujet dont le soi ne vient pas de soi et ne va pas de soi. Et c'est précisément ce que masque la notion d'individu, qui prétend retenir l'unicité du petit sujet comme un caractère purement formel, non problématique, niant ainsi toute la dimension dramatique, c'est aussi une expression lévinassienne, de l'existence singulière, que Sartre, pour sa part, notait sous ou à l'aide de l'adjectif diasporique. C'est à ça que faisait référence la petite notation que je vous ai lue tout à l'heure. Donc je cite « L'être et le néant » de Sartre. Sartre dit la chose suivante. On désignait dans le monde antique la cohésion profonde et la dispersion du peuple juif du nom de diaspora. C'est ce mot qui nous servira pour désigner le mode d'être du pour soi. Il est diasporique. Diasporique, le sujet est étranger à soi. La question, c'est de savoir si on peut concevoir un nous diasporique, un mode d'association qui échappe évidemment au solipsisme, mais aussi au collectif et à la glaciation, à la réification du groupe assermenté et de l'institution. Je le dis autrement, le sujet aspire au nous, mais cette aspiration est difficile à satisfaire. Il peut donc renoncer. Déçu par les formes imparfaites rencontrées ici et là. Il peut aussi tenter de s'oublier et de se fondre dans le nombre pour y participer. Ce sont, à mes yeux, deux écueils, deux formes d'échec de cette aspiration au nous. Cette difficulté, on la retrouve dans les pages de l'être et le néant qui sont consacrées à ce que Sartre appelle, en traduisant Heidegger, l'être avec. Chez Heidegger, le Mitsein. Le nous, explique Sartre, revêt essentiellement deux formes que la grammaire peut nous aider à penser, bien qu'il faille être conscient du fait que, et je cite Sartre à partir de maintenant, le parallélisme de la grammaire et de la pensée est en bien des cas plus que douteux. Peut-être même faudrait-il réviser entièrement la question et étudier le rapport du langage à la pensée sous une forme entièrement neuve. Quoi qu'il en soit, le nous, dit Sartre, peut désigner un sujet, comme dans la phrase « nous disons », ou un objet, « ils nous disent ». Le nous sujet, dont l'instabilité est extrême, dit Sartre, est assimilable à un pluriel du je. C'est précisément notre question. Elle a été abordée, traitée par un certain nombre de personnes avant moi. Qu'en est-il de ce pluriel ? Ne relève-t-il que d'une différence de nombre ? Un sujet, seul, dira je. Plusieurs sujets, ensemble. Toi, moi, il, elle, singulier pluriel, moi, dirons-nous. Ou faut-il tenir au contraire que dans ce pluriel, dans ce passage au pluriel, se jouent quelques modifications profondes dans l'existence de celui, de ceux qui passent du je au nous. Le nous objet, ça c'était pour le nous sujet chez Sartre, le nous objet renvoie pour sa part toujours à un il, à un tiers, à une troisième personne qui embrasse du regard et qui réunit de ce fait. Il constitue la forme par excellence du collectif sériel, de la série extéro-conditionnée, bon, c'est le jargon de la critique de la raison dialectique, de la série extéro-conditionnée, c'est-à-dire conditionnée de l'extérieur.
Dans l'être et néant, Sartre écrit la chose suivante: nous ne sommes nous qu'aux yeux des autres. Et c'est à partir du regard des autres que nous nous assumons comme nous. Ce qui veut dire que pour Sartre, le nous ne renvoie pas alors c'est juste pour les gens qui connaîtraient bien Sartre, alors au moment de l'être et néant, ça va changer dans sa pensée ensuite. Le nous ne renvoie pas alors à une expérience décisive, bien moins encore à une épreuve, car le nous objet n'est rien de plus que le passage au pluriel de l'être regardé par lequel nous faisons l'expérience de l'existence d'autrui, et le nous sujet n'est au fond qu'une expérience psychologique. Et par psychologique, il faut entendre dans la bouche de Sartre quelque chose de péjoratif. Péjoratif, parce que psychologique, ça veut dire qui n'est pas ontologique, donc qui renvoie à une expérience seconde. L'exemple que propose Sartre dans l'être et le néant, c'est celui des spectateurs d'une pièce de théâtre, c'est-à-dire d'un nous temporaire et lié essentiellement à la contiguïté spatiale et à la tension partagée, un peu comme c'est le cas pour vous qui m'écoutez. Certes, en tant que vous êtes là à m'écouter justement, vous pouvez faire l'expérience de ce nous sujet, mais cette expérience est dérivée. Elle apparaît furtivement et comme latéralement, comme de biais, à l'occasion de la pièce de théâtre, si on est dans l'être et néant, ou de la conférence, si on est ici. Le nous n'est conçu à ce moment-là que comme une extension du je, comme un jeu dilaté, a-t-on dit. C'était Frédéric Ildefonse. Donc, Sartre écrit la chose suivante. Dans le nous sujet, personne n'est objet. Le nous enveloppe une pluralité de subjectivités qui se reconnaissent les unes les autres comme subjectivité. Toutefois, cette reconnaissance ne fait pas l'objet d'une thèse explicite. Ce qui est posé explicitement, c'est une action commune ou l'objet d'une perception commune. La pièce de théâtre, ma conférence. Bien que Sartre s'arrête dans l'être et néant sur ce caractère tout formel du nous, ses analyses du pronom me paraissent importantes et je crois méritent d'être prolongées. Donc, j'essaye de le faire en posant quelques questions. Ne peut-on distinguer je et nous autrement qu'à partir du nombre, en son sens grammatical, qui fait du pluriel la simple addition ou la multiplication du singulier? La question essentielle du sujet, de l'homme, d'un sujet, la question essentielle du sujet, c'est celle, pour aller vite, d'être ou de ne pas être. Pour le nous, il n'est pas question d'être, mais de faire société. Le désir de société qu'exprime le nous diffère du désir d'être du sujet. Différents, ces deux désirs se croisent pourtant parce qu'il faut des sujets pour désirer la société. Le nous témoignerait alors, si cette hypothèse est juste, le nous témoignerait alors de l'effort du je pour ne pas seulement persévérer dans son être, pour transformer son désir d'être en désir de société. Et dans le déploiement de cet effort, le je rencontre le collectif dont il lui faut faire l'épreuve. Famille, classe sociale, communauté religieuse, scolarité, vie professionnelle, nation, que sais-je encore. Ce qui se joue dans ces collectifs, j'ai dit, c'est la promesse du nous et son possible parjure. Cette déchéance, on peut la fixer à l'aide d'un pronom, fréquemment utilisé dans notre langue, qui est le on. On qui caricature d'une certaine façon le nous. Le collectif est le lieu où sans cesse on menace de se substituer à nous. Si l'un des sens de on est bien nous, on peut aussi désigner une pure indistinction. On, souvent, ça n'est personne d'identifié, on le sait, personne à strictement parler. C'est donc l'expression de l'impersonnel, comme l'avait noté Heidegger. Car ce qui distingue dès l'abord le sujet, le Dasein chez Heidegger, c'est qu'au lieu d'être un ceci dont on pourrait découvrir l'essence, au lieu d'être comme les autres objets du monde un quoi, was en allemand, il est un celui-ci, un qui. C'est précisément cette dimension personnelle ou singulière qui se perd dans la vie quotidienne, caractérisée par ce que Heidegger appelle en allemand la Durchschnittlichkeit, c'est-à-dire l'être dans la moyenne, l'être moyen,
en forçant un peu peut-être l'être médiocre. Voilà ce qu'il écrit dans Être et temps. Le qui, alors il parle de l'expérience de la quotidienneté, et donc de l'être moyen. Le qui, ce n'est ni celui-ci, ni celui-là, ni nous autres, ni quelques-uns, ni la somme de tous. Le qui est le neutre, le on. Voilà. Donc dans le on, le nous s'abîme, parce que le je n'y est plus personne. Avant même de se glacer, de se figer en grand sujet, le nous est toujours menacé de se dissoudre dans l'égalisation, mais l'égalisation au sens de l'uniformisation, bien entendu, dans le on de l'opinion, de ce qu'on dit, de ce qu'on m'a dit. L'opinion, c'est la modalité de parole propre au collectif. Alors, le on et le grand sujet dont j'ai parlé tout à l'heure ne sont pas sans lien. On peut le montrer à partir des grandes théories du politique. Donc, je vais m'interroger maintenant sur le nous politique. Car le passage du je au nous est le problème politique par excellence, qui a délimité, pendant un temps assez long, l'espace du nous et fixé les coordonnées selon lesquelles chacun se situait. Je vais le faire très simplement, vous m'en excuserez, on pourrait varier les choses et préciser. Enfin, très simplement, pour le progressisme ou pour le capitalisme, pour l'économie planifiée ou pour l'économie de marché, chacun se définissait pendant longtemps, enfin, certains d'entre vous s'en souviennent vraisemblablement, chacun se définissait d'hurler avec les chiens de gauche, dont Mathieu Rivoulet nous a parlé l'autre soir, ou avec ceux de droite. Je rappelle la phrase de Sartre, tout anticommuniste est un chien. Force est de constater qu'un tel nous n'opère plus et que son inanité se manifeste actuellement dans ses ultimes conséquences. Force est de constater que le nous politique est aujourd'hui inexistant, que la plupart de ceux qui l'ont connu le regrettent, amèrement, mais ne fait rien de plus que le regretter, s'enfermant dans une posture nostalgique qui contribue, je crois, à empêcher une pensée neuve du tout. Alors certes, quelques vestiges survivent encore, parce que ce souvenir assure au personnel politique certains privilèges qui sont en train d'être mis en question. Certes, quelques nostalgiques s'assemblent dans des coteries plus ou moins philosophiques, prônant le retour à l'authenticité du politique, dont la déconfiture actuelle serait le résultat d'une trahison de son essence. Mais ni les permanences des partis politiques, ni les amphithéâtres de l'école normale supérieure ne sauraient faire illusion bien longtemps. Il n'y a là que des ruines. Ce qui permet pourtant aux coteries philosophiques dont j'ai parlé de se maintenir, c'est la part de vérité qu'elles contiennent malgré elles. Cette part de vérité est la suivante, celle qui consiste à refuser de se laisser dicter sa conduite de vie et de pensée par l'actualité au sens le plus plat. J'allais dire au sens journalistique, au sens le plus plat. On peut certes nier vigoureusement que le politique, ou la politique, comme vous voudrez, se réduise à ce que l'on en voit aujourd'hui. On ne saurait cependant taire le fait que le nous politique a posé problème et qu'il l'a fait de l'intérieur même, pas par une déviation, de l'intérieur même, jusque dans ses formes les plus extrêmes. Et pour illustrer ce problème, je vais m'appuyer très brièvement ou brièvement sur un auteur classique qui jouit d'une considération constante chez les modernes, et dont Christian Jambet a souligné l'autre jour combien il était au fond redevable aux philosophes de l'islam, c'est Spinoza. Dans son traité théologico-politique, Spinoza cherche à fonder le politique philosophiquement. C'est-à-dire, à ses yeux de philosophe, à mettre en pleine lumière les rapports de causalité qui font advenir le politique, qui donc dans notre langue font passer du je au nous, et permettent au nous de produire tel ou tel effet. Le souhait profond de Spinoza est de se passer de la notion de pacte, qui est un peu obscure à ses yeux, en ceci qu'elle implique une décision collective que le théoricien politique est comme obligé de postuler, mais dont l'existence effective est tout à fait problématique. Spinoza, si vous voulez, pressent la faiblesse de toutes les théories contractualistes. Poser philosophiquement les fondements du politique impose, selon lui, d'élaborer une théorie
qui fasse l'économie de toute fiction de l'origine et substitue à un commencement contingent la pure description d'un processus nécessaire. Donc je pars du je, ici appelé individu. Ce qui régit, avec Spinoza bien sûr pour l'instant, ce qui régit son existence, c'est le droit naturel ou le droit de la nature. Je cite Spinoza. Par droit et institution de la nature, c'est très célèbre, je n'entends rien d'autre que les règles de la nature de chaque individu, selon lesquelles nous concevons chaque être comme déterminé naturellement à exister et à agir d'une façon précise. Par exemple, les poissons sont déterminés par la nature à nager, les gros à manger les petits. Et c'est donc par un droit naturel souverain que les poissons sont maîtres de l'eau et que les gros poissons mangent les petits. Car il est certain que la nature, considérée absolument, détient un droit souverain sur tout ce qui est en sa puissance, c'est-à-dire que le droit de la nature s'étend aussi loin que s'étend sa puissance. Alors dans le traité, que je ne vais pas étudier en détail évidemment, il en découle un certain nombre de conséquences, je les résume pour mon propos. Le droit de chacun est proportionné à sa puissance, qui en est l'unique limite, c'est ce que je viens de lire. Cela vaut pour tout être naturel, quel qu'il soit, homme ou animal, raisonnable ou dénué de raison, parce que les seuls ressorts du droit naturel sont le désir, cupiditas, et la puissance, potentia. Donc nous retrouvons la même question. Comment des êtres cupides et puissants en viendraient-ils à se soumettre à la raison qui est nécessaire à la vie collective? L'empathie et la pudeur, dont nous a parlé l'autre jour Camille de Toledo, n'y suffisent pas. Parce que ces affects sont impuissants face à la puissance du droit de la nature. Le coup de force de Spinoza consiste à faire dériver cette soumission de l'être même des individus. Car chacun, écrit-il, désire vivre autant que faire se peut en sécurité et à l'abri de la crainte. Ce désir universel est à l'origine d'une angoisse individuelle qui pousse chacun à sortir de lui-même pour chercher un recours dans la raison. Le désir se transforme en volonté à mesure que le droit naturel strictement individuel est collectivement exercé. Alors, ce passage au collectif découle de l'épreuve que tout homme peut faire des limites de sa propre puissance. Ici, c'est une épreuve, puisqu'il s'agit de vie ou de mort. Reste toujours le même mystère. Comment comprendre que le désir, dont Spinoza dit qu'il pousse chacun de côté opposé, puisse produire l'accord? Comment le désir pourrait-il se soumettre à la raison qui, à ses yeux, n'existe pas? Comment fonder un monde commun sur le désir? Spinoza en convient de la difficulté, et il ajoute qu'il faut un plus, il faut un engagement par lequel le droit naturel se défasse en quelque sorte de soi. Je cite Spinoza. Et ils ont donc dû stipuler et promettre très fermement de tout diriger selon le seul commandement de la raison. Le pacte, que Spinoza répudiait, réapparaît, malgré qu'il en ait. Mais pourquoi tous ces jeux, justifiés dans leur puissance, par la nature elle-même, par leur nature, promettraient-ils? Passe encore qu'ils feignent de se soumettre. Mais pourquoi faire davantage? La réponse de Spinoza nous ramène à l'opinion. Ils franchissent ce pas, je cite Spinoza, de peur de paraître manquer de bon sens. Tout se passe donc comme si le collectif, chez Spinoza, tout se passe donc comme si le collectif suffisait à produire de l'accord, comme si la force du nombre contraignait les individus, naturellement souverains, à feindre de reconnaître la validité de ce qui s'oppose à leur nature. Alors, il y a un commentateur de Spinoza qui s'appelle Alexandre Matron, qui, à mes yeux, montre bien le problème, et dit la chose suivante. Je cite donc Alexandre Matron. Ces exigences que nul n'applique mais que tous admettent s'ajoutent autant de fois à elles-mêmes qu'il y a d'individus en présence, définissant ainsi une opinion publique dont le poids est tel que nul ne saurait la défier ouvertement. Donc, là où nous attendions la raison, la théorie politique,
nous offre l'opinion publique. Les individus soumis à la crainte de la honte semblent doués de raison sans l'être. Le collectif produit sa propre rationalité, qui copie celle de la raison sans l'égaler. Cette rationalité relève du mimétisme et produit un collectif sériel en lieu et place du groupe espéré. Cette soumission mimétique dicte à chacun l'obligation, c'est Spinoza qui parle maintenant, l'obligation d'exécuter absolument tous les commandements du souverain, quand bien même il donnerait les ordres les plus absurdes. Alors pour parer à l'absurde, il ne reste plus que la solution démocratique, dans laquelle le souverain ne s'accepte plus. Et donc Spinoza rajoute, dans un État démocratique, des ordres absurdes ne sont guère à craindre. C'est-à-dire qu'il faut se soumettre jusqu'à exécuter les ordres les plus absurdes, mais il dit, dans la démocratie, ces ordres ne sont pas à craindre. Mais, c'est moi qui parle maintenant, si cet État démocratique est sous le contrôle de l'opinion publique, c'est-à-dire d'un ersatz de raison, qu'a-t-on gagné? Que la démocratie soit dans l'ordre politique, ce qui ressemble le plus à l'ordre rationnel, j'en conviens. Mais le « on », j'ai dit tout à l'heure, ressemble au « nous » aussi, sans l'être. La promesse politique du « nous » n'est pas tenue. Elle n'aboutit généralement qu'au « on », c'est-à-dire à une communauté d'opinion, à un consensus au sens faible de ce terme. Il y a un sens fort de ce terme, au sens faible. Certes, ce consensus est préférable à la discorde et à la guerre, mais il ne parvient pas à satisfaire pleinement le désir de société. Car si l'opinion règne, rien ne garantit contre le conflit d'opinion et les manœuvres de ceux qui cherchent à imposer la leur sous couvert d'intérêts communs. C'est alors le règne de ce que Platon appelait la sophistique, ou encore de l'éristique, dans lequel règne le nous redevient purement numérique, qui consiste simplement en la soumission d'une multiplicité à la puissance du rhéteur, chacun répétant le discours du maître, en croyant proférer le sien propre. Ruse récurrente du grand sujet, qui exhibe le nous pour mieux régner. L'épreuve du collectif ne pèse pas sur la seule communauté politique, mais s'impose à toutes les communautés, à commencer par la plus simple, celle que forment deux sujets, le couple. Forme la plus concentrée du nous, forme embryonnaire, ça ne signifie ni simple ni primaire, forme embryonnaire d'une existence qui ne se réduit pas à soi. À son sujet, Lévinas parle de société à deux, et Sartre d'entreprise à deux. D'être ensemble, les deux sujets qui forment un couple constituent-ils un nous? Ce n'est pas sûr. On voudrait certes que le couple fût un, comme s'il réunissait deux demi-sujets qui y retrouveraient leur complétude, conçus comme unité originelle. C'est ainsi, vous savez, que Aristophane présente les rapports entre individus dans le banquet de Platon, pas dans le banquet de Dante dont nous parle Patrick. Donc je vais vous citer quelques passages du discours d'Aristophane qui parlent justement de ce que c'est que le couple. Mais d'abord, il vous faut apprendre ce qu'était la nature de l'être humain et ce qui lui est arrivé. Autant jadis, notre nature n'était pas la même qu'aujourd'hui, mais elle était d'un genre différent. En effet, c'est moi qui résume, pour ne pas lire trop longuement, au dire d'Aristophane, 3 genres existaient alors. Mâle, femelle et androgyne, mélange des deux. Et chacun des individus appartenant à ces genres était, au regard de ce que nous sommes, vous et moi, double. Je cite à nouveau. La forme de chaque être humain était celle d'une boule, avec un dos et des flancs arrondis. Chacun avait 4 mains, un nombre égal de jambes, 2 visages sur un couron, avec au-dessus de ces 2 visages en tout point pareil et situés à l'opposé l'un de l'autre, une tête unique, pourvue de 4 oreilles. En outre, chacun avait 2 sexes, et tout le reste à l'avenant. Il se déplaçait en adoptant une station droite, comme maintenant, dans la direction qu'il désirait. Et quand il se mettait à courir, il faisait comme les acrobates qui font la culbute en soulevant leurs jambes du sol
pour opérer une révolution avant de les ramener à la verticale. Comme à ce moment-là, ils prenaient appui sur 8 membres, ils avançaient vite en faisant la roue. Ces êtres doubles et d'une vélocité extrême étaient orgueilleux. On le conçoit. Et leur orgueil finit par se manifester à l'encontre des dieux, qui ne purent rester les bras croisés, et décidèrent donc d'agir pour réduire la puissance des hommes, qui, subordonnés à leur orgueil, menaçaient l'avantage que les dieux ont sur eux. Zeus décida de les trancher en deux, divisant ainsi leur force par deux. Il prévoyait même, nous dit Aristophane, de les couper en 4, si le remède n'avait pas été suffisant. Mais ça s'est avéré inutile. À partir de là, il s'est passé la chose suivante. Je cite à nouveau Aristophane. Quand donc l'être humain primitif eut été dédoublé, chaque morceau, regrettant sa moitié, tentait de s'unir de nouveau à elle. Si je suis ces quelques citations, je dirais la chose suivante. Le couple serait ainsi issu de cette volonté de recouvrer l'unité originelle. Il s'accomplirait dans la fusion de 2 en 1. Le dieu qui préside à une telle union, vous savez, Eros. Si séduisante soit-elle pour nos imaginations, cette fusion érotique relève d'une forme d'illusion rassurante parce que, de fait, le couple est bien formé de 2 sujets qui restent séparés, même dans l'union. Un je et un autre je s'accordent et s'unissent sans se confondre. C'est la condition pour qu'on puisse parler d'un nous. Parce que la fusion produirait un grand je, un grand sujet, et pas un nous. Donc un avatar du grand sujet. La possibilité d'un accord entre je, entre un je et un autre je, la possibilité d'un tel accord implique évidemment celle du désaccord. Chacun pourra vérifier dans son existence. Quand bien même on admettrait que la vie en couple modifie profondément le rapport au monde des sujets qu'il compose, cela ne mettrait aucunement en cause leur indépendance. Au fond, l'érotisme, dans le sens que je viens de définir, l'érotisme, entendu comme relation de 2 sujets qui visent à ne faire qu'un, comporte une équivoque fondamentale que concentre l'expérience de la volupté. Je cite Lévinas, qui parle de la volupté, justement. Ça se trouve dans Totalité infinie. L'autre, en la volupté, est moi et séparé de moi. La séparation de l'autre au sein de cette communauté du sentir constitue l'acuité de la volupté. Donc, la volupté accomplit une sorte de communauté séparée, tout occupée à sa propre jouissance. Je cite à nouveau Lévinas. Si aimer, c'est aimer l'amour que l'aimer me porte, aimer, c'est aussi s'aimer dans l'amour et retourner ainsi à soi. L'amour ne transcende pas sans équivoque. Il se complaît. Il est plaisir et égoïsme à 2. Donc, dans la volupté, le dépassement de soi se mue en fermeture sur soi, dit Lévinas. Dernière citation de Lévinas, dans un autre petit texte qui s'appelle Le moi et la totalité. Aimer, c'est exister comme si l'aimant et l'aimé étaient seuls au monde. Le rapport intersubjectif de l'amour n'est pas le début, mais la négation de la société. Donc, il faut penser le couple autrement qu'à partir d'Eros. Au mythe grec, on peut, je crois, opposer le récit que propose la Torah, la Bible, mettons, de la création de l'homme et de la femme, qui s'en distingue du récit d'Aristophane, bien qu'il lui ressemble en certains points. La ressemblance la plus frappante, vous savez peut-être, c'est que Adam, fut d'abord créé mâle et femelle, ce que disent les versets, avant que le masculin et le féminin ne soient dissociés et associés. Alors, le passage est très célèbre, je crois, et il s'achève de la façon suivante. Un verset biblique, donc vous permettrez l'hébreu avant le français. Le verset dit la chose suivante. Alken ya'azov ish et aviv ve'et imo ve'davak be'ishto ve'ayu le basar erad. Traduction, c'est pourquoi l'homme abandonnera son père et sa mère et il s'unira à sa femme et ils seront, et là ça commence à se compliquer, ils seront une seule chair, mais grammaticalement ça ne colle pas, parce qu'en hébreu ils seront une seule chair, ce serait Vayu Basar Erad, ils seront une chair. Il y a
un préfixe, un lamed, un L si vous voulez. Le Bassar Erad. Et ce préfixe indique en général soit une direction physique, géographique, soit une intention, un but. Donc ils seront, je vais traduire comme ça en français, comme une seule chair, ou on pourrait traduire, ils seront vers une seule chair. Donc évidemment, lecture rapide, naïve, on conclura à la convergence du mythe grec et du récit biblique. Puisque une seule chair, on a l'impression d'arriver à ces retrouvailles des deux moitiés. Or, Rachi, grand commentateur médiéval, interdit une telle lecture parce qu'il veut lire la chose à fleur de texte. Et il tient compte de la petite bizarrerie grammaticale que je vous ai indiquée. Le Bassar Erad et pas Bassar Erad. Donc vers une seule chair, ou comme une seule chair et pas une seule chair. Et il commente de la façon suivante. S'ils forment une seule chair, c'est dans l'enfant, issu de leur union. Donc, s'il est un nous dans le couple, c'est l'enfant. En son absence, l'association des deux est comme intermittente. En lui, l'enfant, elle prend corps. Nous, c'est concrètement, charnellement, chacun de nos enfants. Mais, évidemment, le nous de l'enfant, c'est aussi et d'abord un je, qui ne se réduit absolument pas au nous qu'il porte, pourtant. Il est, pour ses parents, comme un nous par-delà nous. Au sens, certes, d'un prolongement, mais pas moins d'un éloignement et d'une indépendance radicale. Donc je reviens au couple lui-même. Lorsque Dieu annonce la création de la femme, il le fait en ces termes. Je vais passer l'hébreu, sauf pour l'expression difficile. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une Ezer Kenegdo. Expression difficile à traduire également. Donc, Ezer, ça veut dire aide, voire serviteur. Donc, en l'occurrence, servante. Et Kenegdo, c'est Neged, qui veut dire en face de. Donc en face de lui, O c'est le suffixe qui indique l'homme, donc comme je vais lui faire une vis-à-vis à son service. Et évidemment, cette lecture est contredite, à nouveau par Rachi, qui lit ce verset comme énonçant une alternative. Soit ce sera une aide, donc mettons pour enlever le côté serviteur, soit ce sera une compagne, soit un adversaire, le combattant. C'est un adversaire, le combattant. Parce que Neged, ça peut signifier contre. Ça signifie en face, mais ça peut signifier contre. Elle sera donc soit une aide, soit le contraire. C'est-à-dire que le nous n'est absolument pas garanti. Lieu d'association, le couple, peut se transformer en lieu de conflit, raison pour laquelle il soumet les sujets à une épreuve. Et on peut, je crois, le définir comme un collectif susceptible de pencher d'un côté ou de l'autre. À sa façon, Sartre ne disait pas autre chose qu'il qualifiait le couple, j'ai dit tout à l'heure, d'entreprise à deux. Alors je dirais la chose comme ça. Au fond, le couple n'est pas. Il désigne une modalité de l'exister toujours à renouveler, toujours à entreprendre à neuf. C'est dire qu'il met en jeu, par-delà le désir, ou mieux, prolongeant le désir, une certaine forme d'intelligence des sujets qu'il compose, en l'absence de laquelle le couple se réduit à un collectif et finit par se disloquer ou ne se maintient plus que par un effet d'inertie comme de l'extérieur. L'intelligence amoureuse fait du couple une forme intime du nous qui n'est pas sa forme accomplie, mais qui en constitue, je crois, une figure décisive. Alors, si le nous ne s'accomplit ni dans l'espace politique, ni dans celui plus resserré de ce qu'on appelle la vie privée, où le trouver? Comment concevoir ce nous qui échappe tant au repli sur soi, sur l'identité, qu'à la dilution dans les grands ensembles communautaires, qui échappe à la constriction comme à la dissolution? Pour savoir qui est nous, sachons qui nous sommes, claironnent les tenants de l'identité.
nationale ou personnelle. On a plus parlé de la nationale, mais on pourrait parler de la personnelle. Elle est moins digne, moins violente. Enfin, pas mal de magazines de psychologie, on sait qu'on peut apprendre qui on est vraiment, tenant de l'identité. Pour savoir qui est nous, sachons qui nous sommes. C'est évidemment présupposer ce qu'on cherche et réduire la société au collectif déjà existant. Effectivement existant ou fantasmatiquement existant. Et si, comme il arrive souvent, les collectifs réels s'avèrent n'être pas à la hauteur de leurs projections fantasmatiques, celui qui prône l'identité s'isolera progressivement jusqu'à représenter le nous à lui tout seul. Ce n'est qu'une variante de l'aristocratisme, plus ou moins sublime. S'il rencontre à l'inverse un collectif cohérent, il risque fort de s'y fondre, délaissant son intelligence au profit de son appartenance. Rien de nouveau, hein. On peut illustrer avec le compagnonnage de route de Sartre avec le Parti communiste français. En un sens, nous en sommes toujours là. La communauté recherchée nous échappant, la tentation est grande de la produire artificiellement, d'en provoquer l'advenue. Deux possibilités, dès lors. La violence, qui soude en opposant, ou l'émergence d'un projet nouveau, suscitant l'adhésion, les deux voies pouvant éventuellement s'associer dans un projet de conquête. La violence recherche le nous dans le combat contre l'ennemi commun. La visée commune qu'implique le projet fédérateur serait évidemment du même fait une réponse au moins programmatique à notre question, mais c'est justement ce qui nous manque. D'où notre interrogation cette année. Donc la violence semble l'emporter. Et si elle semble l'emporter, comme l'a très bien souligné magistralement Camille de Toledo, c'est qu'elle suscite paradoxalement du lien. Du moins, ce qui ressemble suffisamment à du lien pour qu'on s'y méprenne. Soit la forme intensive de la violence, la guerre. Son trait essentiel consiste, selon Lévinas, à révéler l'inanité de ce qui la précédait. Je cite, c'est encore dans Totalité infinie. En elle, c'est la guerre. En elle, la réalité déchire les mots et les images qui la dissimulent pour s'imposer dans sa nudité et sa dureté. Dure réalité, cela sonne comme un pléonasme. Dure leçon des choses, la guerre se produit comme l'expérience pure de l'être pur, à l'instant même de sa fulgurance, où brûlent les draperies de l'illusion. L'événement ontologique qui se dessine dans cette noire clarté est une mise en mouvement des êtres jusqu'alors ancrés dans leur identité, une mobilisation des absolus par un ordre objectif auquel on ne peut se soustraire. L'épreuve de force est l'épreuve du réel. Donc, la guerre est apocalyptique en ceci qu'elle met en pleine lumière, dit Lévinas, la vacuité de la société qu'elle détruit. Société dont l'ordre se révèle rétrospectivement purement cosmétique. Détruisant le monde officiel, le nous factice, elle fait apparaître la réalité dans sa brutalité absolue et montre que le monde que l'on tenait pour ferme ne faisait en réalité que survivre et se survivre. Dans ses écrits de captivité, Lévinas accorde une grande importance à ce dévoilement par la guerre qui l'a fait sortir de ce qui ressemblait, à ses yeux, le concernant, à une installation bourgeoise et qui l'a ramené à sa fondamentale étrangeté. Cette expérience de dévoilement est allée de pair avec une certaine modification des rapports de l'individu au groupe que Sartre, non, les conditions d'existence de Sartre et de Lévinas pendant la guerre sont très différentes, mais il y a d'énormes parallèles dans la manière dont ils décrivent les choses malgré tout. Donc Sartre écrit la chose suivante, c'est dans ses carnets de la drôle de guerre. La guerre est un socialisme. Elle réduit la propriété individuelle de l'homme à rien et elle la remplace par la propriété collective. La guerre, donc, ou plutôt dans le cas de Sartre, la vie militaire, parce que c'est écrit pendant la drôle de guerre, donc c'est pas vraiment la guerre. Sartre lui-même le dit d'ailleurs. La vie militaire produit un nous contraint et inattendu. Sartre ajoute, avec une certaine ironie, que cette collectivisation ne le prive de rien, puisqu'il ne possédait rien avant-guerre. Il vivait à l'hôtel, etc., etc. Mais au contraire, l'encombre d'ustensiles qui appartiennent à la communauté, dont il ne sait que faire, et dont la présence superflue
dit-il, le guérit du socialisme en même temps qu'il l'y confronte. Bon. Par-delà l'ironie, force est de constater, si on lit Sartre, que l'expérience de la guerre a modifié en profondeur son appréhension du collectif, du nous, qui est totalement, enfin, quasi totalement absent de l'être et le néant, comme je l'ai montré tout à l'heure, et qu'en fait, le nous, ça a été la question essentielle pour Sartre après la guerre. Alors, je crois que la guerre se caractérise d'abord, je suis Hobbes, le philosophe anglais, par une volonté. Qu'elle se caractérise d'abord, c'est-à-dire avant toutes les analyses concrètes et politiques qu'on peut en faire, et par-delà sa réduction au combat. C'est la thèse de Clausewitz sur la guerre. Je cite donc un petit passage du livre 13 du Léviathan. « Car la guerre ne consiste pas seulement dans la bataille et dans des combats effectifs, mais dans un espace de temps où la volonté de s'affronter dans des batailles est suffisamment avérée. » La volonté. La guerre vise la destruction des corps, ou du moins, elle est ce laps de temps où vie et action sont orientées par la volonté d'une telle destruction. Volonté qui découle de l'assentiment donné à l'idée que la destruction de certains corps est devenue nécessaire à la survie de certains autres et souhaitable à ce titre. Assentiment qui résulte d'un long travail idéologique produisant l'apathie, l'exaltation ou la sidération. Évidemment, je ne prétends pas réduire la guerre à cette volonté. Il y a une réalité incontournable, on sait que trop bien de la guerre, mais ce n'est pas elle qui m'intéresse ici. La volonté de guerre me semble poser la question de notre capacité à trouver une modalité d'incarnation de notre pensée qui éviterait la mise à mort, la nécessité de la mise à mort, donc de notre capacité à déployer une pensée qui soit vie. Pas sans lien avec ce que disait tout à l'heure Didier Denax. L'action implique en effet la volonté, dont elle est l'extériorisation, la mise en œuvre dans le champ pratique. L'acte, c'est en quelque sorte la volonté incorporée. Mais dans le passage de la volonté à l'acte, se joue la possibilité d'une séparation. L'acte peut échouer à retenir en lui la volonté dont il procède pourtant. Confronté à cette fuite hors de soi, le sujet peut chercher pour sa volonté des voies d'inscription dans la réalité plus radicale. Et la guerre en fait partie, la violence aussi bien. La volonté de guerre, qui implique un nous polémique, un nous donc dont le sens est la lutte à mort avec l'ennemi, on l'appellera, selon son degré d'organisation, la troupe ou la horde, témoigne d'abord de notre impuissance à donner vie à notre pensée. Si on appelle humanité la puissance de produire une pensée vivante, la volonté de guerre témoigne d'une défaite de l'humanité, que le combat guerrier inscrira dans la chair des hommes. Bien que les combattants puissent faire l'expérience d'un lien très puissant, très fort, il n'y a pas de nous véritable dans le combat, parce que l'unité réside dans la seule opposition à l'ennemi, dès lors nécessaire à l'existence du nous, comme dans le groupe assermenté, c'est-à-dire la suite du groupe en fusion chez Sartre, comme dans le pogrom. Alors, pour finir, parce que c'est l'heure, je vais essayer d'avancer quelques propositions en guise de réponse, à partir de ce que je viens de dire, à la question « Qui est nous aujourd'hui ?» Tout collectif, je l'ai dit, est la promesse d'un nous. Mais promesse, ça n'est pas accomplissement. La promesse, c'est une déclaration. Autant de collectifs existants, autant de nous déclarés, qui ne sauraient s'accomplir que moyennant des actes. L'acte fondateur du nous, c'est la mise en commun. C'est donc la notion de ce qui est commun qu'il faut examiner. Et on peut l'entendre, je crois, de deux façons. Le commun peut désigner ce qui n'appartient en propre à personne. Appelons-le commun impersonnel. Il peut par ailleurs désigner ce qui, venant d'un sujet, est partageable. On cherche habituellement à bâtir l'espace commun, celui du nous,
à partir du commun impersonnel. Et ça produit le malentendu, ça produit un malentendu, puisqu'on croit alors partager avec d'autres ce qui en réalité n'appartient à personne. C'est ce que j'appelle une communauté illusoire, qui singe le nous plutôt qu'elle ne le produit ou l'atteint. La forme affaiblie de ce type de communauté, c'est celle que je désignais tout à l'heure par le pronom « on ». Pour parer au malentendu, qui finit toujours par produire des effets de dislocation du collectif, on peut miser sur la mobilisation, c'est-à-dire essayer d'instaurer une situation de partage contraint. La forme la plus subtile, c'est celle où chacun intériorise la contrainte jusqu'à l'éprouver comme sa propre volonté. La forme la plus brutale, c'est l'embrigadement militaire ou militant, et la réduction de toute parole au slogan et de toute action à la destruction de l'ennemi. Le slogan, dans l'ordre de la pensée, c'est l'équivalent du caillot dans l'ordre de la circulation sanguine. La mort, presque assurée. Le nous ne saurait donc se produire que comme partage du singulier, terme qui ne désigne pas ici ce qui appartient à un sujet, mais ce qui en vient. Le propre, en un sens différent de celui strictement économique de la propriété des biens. Non pas ce sur quoi il faudrait jalousement veiller pour le préserver, parce qu'un nous qu'on cherche à préserver, c'est déjà un ça. Mais plutôt ce qui convient d'amener à l'existence et qui d'exister ne saurait nous appartenir exclusivement parce que l'existence est séparation. Il ne saurait donc exister de nous que là où il y a création singulière. Tout autre collectif est strictement conservateur, car seul ce qui est singulier est désirable et de ce fait partageable. Qui donc est nous? Personne. Personne n'est nous parce que le nous n'est pas. Il fait question, il se produit. Il peut advenir en tout collectif. Il y faut simplement la puissance du singulier qui, je crois, j'avais essayé de le montrer l'année dernière, prend sa source dans la pensée et dans l'étude en commun. Il ne saurait donc y avoir de nous qu'à la condition d'une intelligence plurielle, c'est-à-dire d'une intelligence s'acharnant collectivement à l'étude. Je précise. Évidemment, l'intelligence dont je parle n'a rigoureusement rien à voir avec les diplômes et grades universitaires. Elle est totalement indépendante de tout académisme, comme de tout intellectualisme, au sens où Patrick en a parlé plusieurs fois cette semaine. S'acharner collectivement à l'étude. Collectivement signifie, à mes yeux, dans une confrontation qui diffère de celle de la guerre. Il n'est pas question d'un accord ou d'un consensus. Là où la troupe a besoin d'ennemis pour exister, l'esprit fait l'épreuve de l'adversité. Et l'adversaire, ça n'est pas un ennemi. L'adversaire, c'est celui dont la pensée s'impose à moi, bien qu'elle me dérange. Elle s'impose parce que je ne suis pas encore capable de m'en passer. Ce à quoi il faut travailler sans relâche. L'adversaire, c'est pour ça qu'il faut toujours mieux penser avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, l'adversaire, c'est celui qui nous pousse à dépasser les limites dans lesquelles notre intelligence s'enferme. Aiguisée par la confrontation, l'intelligence peut travailler à ramener les faux-semblants qui structurent les collectifs à leur noyau d'intensité, noyau qui menace toujours de se figer. Fécondé par l'étude, fut-elle en temps de crise celle de quelques-uns, l'intelligence peut rappeler le collectif à sa promesse et lui donner l'occasion de l'accomplir quand toute l'inertie du collectif le pousse au parjure. Merci.